Salut à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 24 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, notre très très cher, c'est qui ton papa? C'est toi. Toi, il nous faut un générique, une musique d'intro. Tu vois, aujourd'hui, ce serait la chanson Bleu Bleu, mon monde est bleu. Ouais. Oui, c'est super, Larry. Content de te revoir. Oui, monsieur, c'est ton podcast. Ah oui, pas le mien. Et je voudrais commencer, Larry, parce que Pete Hegseth vient de dire à propos de ce qui se passe dans l'affaire Blockade, parce que c'est par là que je veux démarrer. Voici donc ce qu'a dit Pete Hegseth. The military is unmatched. Projecting power, denying passage to adversaries, and protecting our interest at the time and place of our choosing. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control. Nothing in, nothing out. Hier encore, Larry, il est tellement plein de conneries que ses yeux doivent être marron foncé. Seigneur, il ment sans arrêt. Vas-y, pardon. L'écouter, c'est comme entendre des ongles grincer sur un tableau. Mon Dieu, c'est insupportable. Désolé. Hier, Larry, on a appris qu'un cargo iranien transportant du riz avait été escorté par un navire de la marine des gardiens de la Révolution. Il a traversé sans encombre la mer d'Oman et est arrivé en Iran. Et malgré, tu sais, la tentative de la marine américaine de le saisir, il voulait le saisir pour cette raison. Quelle est en réalité la situation du blocus iranien? On dirait que les États-Unis interceptent à peu près 10% des navires qui sortent, parce qu'ils n'ont pas assez de bâtiments. Ils ne s'approchent pas à moins de 100 000 des côtes iraniennes. S'ils le faisaient, ils se feraient tirer dessus. Donc ils restent à distance. Mais enfin, comment est-ce possible qu'un navire de guerre iranien ait escorté un vraquier? Je pensais qu'ils auraient été anéantis. Enfin, c'est ce que Donald Trump nous disait. Et maintenant, cette conférence de presse d'aujourd'hui, avec tout l'accent mis sur « Regardez comme notre blocus fonctionne bien », elle a été provoquée par les rapports qui sont sortis. Vous savez, il y a une société indépendante qui suit le trafic maritime et elle a signalé que 34 navires étaient déjà partis d'Iran, qu'ils avaient pris la mer et qu'ils n'avaient pas été arrêtés. Alors là, Pete Hanks essaie de dire « Non, c'est faux. Je vais vous montrer qu'on est fort, qu'on est partout, qu'on est grand, qu'on fait peur. » Un de ces jours, les États-Unis vont se casser la figure. Et à ce moment-là, eh bien, on profitera juste un peu du Schadenfreude. Larry, les difficultés que l'administration Trump essaie de provoquer, qu'elle tente d'imposer à l'économie iranienne, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Iran sait comment gérer ce genre de difficultés. Tu as mentionné 10%. Admettons. En quoi cela va-t-il vraiment mettre la pression sur l'Iran à long terme? À mon avis, quand on agit contre l'Iran, on reçoit forcément une réponse. Et c'est justement là que l'Iran montre sa capacité à réagir face aux États-Unis. Alors, comment cela va-t-il influencer ou faire pression sur l'administration Trump? Franchement, je pense que ce n'est même pas comparable. Enfin, vas-y, donne-moi ton point de vue là-dessus. Eh bien, regardez, l'Iran a au nord de son territoire ce qu'on appelle la mer Caspienne. Donc, il a un accès maritime direct à la Russie. Ça peut être expédié en passant par la Russie. L'Arménie, non, je ne l'inclus pas. Elle a aussi des liens avec l'Arménie. Mais le problème, c'est que d'après les informations, l'Arménie aurait accepté que les États-Unis utilisent ses bases aériennes si les hostilités reprenaient avec l'Iran.
Oui, c'est le tweet que Donald Trump avait publié, puis qu'il a supprimé. Il disait qu'en Arménie, oui, ils savent, ils comprennent la situation au Moyen-Orient. Ils essaient de nous aider, et ils vont nous aider énormément. L'Arménie nous aidera vraiment beaucoup si nous attaquons l'Iran. Et l'Arménie va se faire écraser si elle fait ça. Parce que l'Iran, et probablement la Russie aussi d'ailleurs, prendront des mesures contre elle. Mais le point important, c'est que l'Iran n'est pas coincé au nord ni à l'ouest. Il y a le Turkménistan et le Pakistan. Vous voyez, le Pakistan, il passe par là. Et je crois que le port de Karachi est juste à côté. Donc l'Iran n'est pas bloqué. Ce n'est pas comme le blocus qu'on avait imposé à Cuba pendant la crise des missiles. Le chiffre que j'ai entendu à ce sujet, c'était quelque chose comme 77 navires, peut-être 115, que les États-Unis avaient déployés autour. Aujourd'hui, les États-Unis ont quoi? 15 à 20 navires à peu près. Ça paraît beaucoup, oui. Mais allez sur l'océan, regardez aussi loin que vous pouvez, de chaque côté, sur 5000 environ. Et là, on parle de centaines de miles. Alors, essayez de suivre tous ces navires différents. C'est surtout une question de volume. Vous en envoyez 30. Les États-Unis n'ont pas 30 navires pour escorter ou intercepter chacun d'eux. Ils ne les ont tout simplement pas. Et une fois qu'ils en arraisonnent un, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Il faut mobiliser des ressources pour contrôler le navire et son équipage. Donc, clairement, ils n'ont pas vraiment réfléchi à tout ça. Et oui, je pense qu'en ce moment, l'Iran agit un peu comme un trafiquant de drogue. Vous savez, un trafiquant au Mexique envoie sa marchandise, son héroïne ou sa cocaïne vers les États-Unis. 10% est intercepté. Très bien, c'est le coût du business. Mais les 90% restants passent, et c'est là-dessus qu'ils font leur argent. Je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran. Larry, tu penses que, voilà les images de l'aéroport de Victoria. On y voit un avion américain, un KC-46, un KC-135, ou peut-être un appareil coréen. Regarde bien la scène. Alors, comment tu comprends la situation actuelle? Tu sens qu'il se prépare quelque chose d'important? Parce qu'hier, on a appris que le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'ils étaient prêts, qu'ils attendaient simplement que les États-Unis leur donnent une sorte de feu vert pour attaquer l'Iran. Oui, ils ont déjà un plan. Il y a un plan prêt pour cette énorme attaque aérienne. Vous savez, Trump, lui, il change d'avis, ou alors il ne se souvient plus d'un moment à l'autre de ce qu'il a décidé. En fait, il oublie des choses. Donc je ne peux pas exclure qu'il décide quand même de lancer une attaque, disons, d'ici dimanche. Mais il y a aussi une autre facette de Trump, celle qui veut essayer de calmer le jeu. Comme il l'a dit hier, non, je n'utiliserai pas l'arme nucléaire. Personne ne devrait jamais utiliser l'arme nucléaire. C'était bien d'entendre ça. Peut-être que c'était une réaction à une provocation. En partie à cause de ça. Vous savez, quand j'ai rendu public l'information que j'avais reçue, à savoir qu'il y avait eu cette histoire sur l'usage du nucléaire, enfin, qu'il voulait utiliser des armes nucléaires ou qu'il en parlait. Et le général Keane a dit non. Il l'a stoppé net. Ces réactions, hier, lors de cette conférence de presse, ont peut-être été provoquées par ces informations. Parce que j'ai entendu, par Robert Barnes, que Robert avait ensuite obtenu d'autres confirmations venant d'autres sources. Donc oui, ça s'est bien passé comme ça. Je n'avais pas vraiment le sentiment d'avoir une confirmation solide avant hier. J'ai simplement rapporté ce que j'avais entendu. Rien de plus. Mais, vous savez, clairement, une fois que la rumeur s'est répandue que Trump parlait de cette manière, ça a créé une pression supplémentaire.
Il y a des gens qui remettent en question son jugement. Alors, ces KC-135, ils sont là pour le ravitaillement en vol. Et vous savez, si les États-Unis décident de lancer de nouvelles frappes aériennes en Iran, l'aéroport Ben Gurion risque fort d'être détruit. Donc voilà, l'Iran ne reste pas les bras croisés. Ils retiennent leur feu, mais ils sont prêts à réagir immédiatement. Et je pense que comme il y a un cessez-le-feu en cours, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas encore riposté en attaquant un navire. Ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, ils se contentent de protester sans passer à l'action, sans recourir à la violence contre les États-Unis. Terry, avant que cette opération ne commence, en juin 2025, avant la première phase de la guerre, J.D. Vance avait déclaré que cette guerre serait différente, qu'on n'allait pas refaire la même chose qu'en Irak ou en Afghanistan. Donald Trump, disait-il, n'est pas comme les anciens présidents des États-Unis. Il n'est pas idiot. Eux l'étaient, lui intelligent, et il allait faire quelque chose de grand, de beau et de rapide. Alors, en arrivant au moment dont tu parles, celui où tu rapportes que Donald Trump évoque l'usage de l'arme nucléaire, comment les gens peuvent-ils comprendre ça? Ceux qui ont entendu J.D. Vance en juin 2025 et qui entendent maintenant ton rapport sur l'éventualité d'utiliser des armes nucléaires et sur la situation de plus en plus désespérée au sein de l'administration. Eh bien, Trump, vous savez, j'ai fait une interview la semaine dernière avec Robert Barnes. Elle est en ligne sur Countercurrents. Les gens devraient la regarder s'ils ne l'ont pas encore vue, parce que Robert, lui, il était à Washington en janvier. Et déjà, à ce moment-là, il était approché par différents membres de l'administration Trump, parce qu'il est, disons, bien connecté à ce cercle-là. Et ces gens-là exprimaient une profonde inquiétude sur l'état mental de Trump. Il était devenu de plus en plus irritable. Il ne contrôlait plus sa colère, criait sur les gens. Il oubliait ce qu'il avait dit. Il se livrait à ce qu'on appelle de la confabulation, c'est-à-dire qu'il affirmait des choses comme, par exemple, hier, il a dit « Eh bien, vous savez, on a des dragueurs de mines en ce moment qui nettoient les mines dans le détroit d'Ormuz. » Non, pas du tout. Parce que si les dragueurs de mines étaient là-bas, ils se feraient attaquer. Donc tu vois, mais lui, ah oui, c'est bien ce qui se passe. Alors, tout ce discours sur le déclin mental, tu sais, certains pensent que ça montre des signes de démence du lobe frontal ou du préfrontal. En gros, la partie avant du cerveau commence à s'atrophier. Et cette partie-là, elle est essentielle pour les filtres sociaux. Savoir ce qu'il est approprié de dire ou non. Comment se comporter, comment interagir avec les autres. Et il montre aussi certains signes physiques. Quand il se tient debout, il est raide, il penche vers l'avant. Donc c'est inquiétant parce que Trump, il a toujours été narcissique. Et une partie de ce narcissisme, c'est qu'il est profondément en insécurité. Il faut sans cesse lui dire qu'il est intelligent, qu'il est formidable, qu'il est exceptionnel. Mais maintenant, ça s'aggrave parce qu'il y a un vrai problème avec ses capacités mentales. Je vais continuer d'en parler. Les gens doivent continuer d'en parler. Il devrait être contraint de démissionner de la présidence. Il devrait recevoir une aide médicale. Mais franchement, c'est irréversible. Ça ne va faire que s'accélérer et empirer encore et encore. Et vous savez, un de ces jours, il pourrait très bien ordonner une frappe nucléaire simplement par colère. Et encore une fois, il ne réfléchit pas vraiment. Ses capacités de raisonnement critique ont complètement disparu. Oui, Larry, concernant la situation intérieure de Donald Trump, tu penses qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver s'il perd les élections de mi-mandat aux États-Unis, ou bien qu'il ne s'en préoccupe plus du tout? Franchement, je pense pas qu'il devrait s'en soucier.
Vu les résultats des sondages, ça devrait être comme une alerte maximale, un vrai signal d'incendie. Et eux, ils courent dans tous les sens pour essayer de colmater les brèches. Mais lui, il est là à dire « Regardez ça, on va construire cet arc de triomphe. Regardez comme il est magnifique. » Et puis ma salle de bal, vous savez. Il parle de choses qui n'ont absolument rien à voir. Tout tourne autour de sa propre gloire. Et maintenant, il fait même ériger une grande statue de lui qui le fait ressembler à Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Franchement, c'est du délire. Alors, tu vois, quand les élections de novembre arriveront et que les républicains auront été complètement battus, eh bien, il va se mettre à crier sur les gens et à chercher quelqu'un à blâmer. Franchement, je me demande s'il tiendra jusqu'à la fin de l'année si cette tendance continue. Parce qu'il n'y a aucune stratégie. Certains pensent encore qu'il a un plan en tête, qu'il joue à une sorte d'échec en 5 dimensions. Non, pas du tout. Et le problème, c'est que les gens qui adorent Trump, j'ai une sœur un peu folle, et elle croit à toutes ces bêtises. Elle me dit « Ah oui, non, c'est un plan. Il a signé un décret, il a tous ses pouvoirs secrets. » Donc en fait, il est suivi par des gens complètement à côté de la plaque. Oui. Larry, je pense que quand on parle de la guerre, c'est pas quelque chose qu'on peut changer avec des discours, même en lançant des phrases du genre « on est en train de gagner »,« on fait ci, on fait ça ». Quand il s'agit de capacités réelles, c'est autre chose. Il faut être lucide. On ne peut pas inventer. Et voici ce que CNN a rapporté à propos des stocks des États-Unis. À quel point le stock américain s'est épuisé au cours des 7 dernières semaines de guerre contre l'Iran. D'après cette évaluation et les sources avec lesquelles nous avons parlé, l'armée américaine a utilisé au moins 45% de son stock de missiles de frappe de précision, au moins la moitié de son inventaire de missiles THAAD conçus pour intercepter les missiles balistiques, et près de 50% de son stock de missiles intercepteurs Patriot, qui sont bien sûr des munitions de défense aérienne essentielles. L'armée américaine a également consommé environ 30% de son stock de missiles Tomahawk, ces munitions à longue portée qui sont cruciales pour frapper des cibles éloignées, plus de 20% de son stock de missiles à longue portée Joint Air-to-Surface Standoff et environ 20% de ses missiles SM-3 et SM-6. C'est important parce que ces munitions mettent du temps à être remplacées et selon nos... Oui. Larry, en général, combien de temps ça prendrait, à ton avis, pour que les États-Unis retrouvent leur niveau d'avant la guerre? Je veux dire, pour reconstituer les stocks, revenir à ce qu'ils étaient avant que ce conflit ne commence. Quelle année on est? 2026? Oui. 2032? Tu sais, dans 6 ans, peut-être, si on y arrive. Écoute, ce rapport était faux. En réalité, 50% des THAAD, c'est plutôt 80 voire 90% qui ont été utilisés. Les missiles Patriot, les PAC-3, je parierais que 95% du stock a disparu. Ils sont à sec, ils tournent à vide. Parce que, au total, entre 2015 et la fin de 2025, on en a produit 4620. Bon, alors quand on comprend que chaque fois qu'un missile est tiré sur une position défendue par une batterie Patriot, cette batterie tire 2 PAC-3, eh bien faisons le calcul. On en a donné au moins 1000 à l'Ukraine, non? L'Ukraine a tout utilisé, elle n'en a plus. Ensuite, on a réparti les PAC-3 ailleurs. Ils étaient en Israël, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Tous en avaient. Et le nombre total de missiles tirés par Israël, on parle ici de missiles balistiques, ceux que ces systèmes sont censés intercepter. Depuis le 28 février, c'est environ 4000.
D'accord? S'ils en ont lancé 4000, faites le calcul. Ça veut dire qu'il faudrait 8000 missiles PAC-3. On n'en a pas 8000. Donc j'ai dit que c'était pratiquement à sec. Et le problème de production, c'est que les THAAD sont fabriqués à un rythme d'environ 9 par mois, peut-être 10. Et les PAC-3, eux, sont produits à environ 50 par mois, parfois 60. Et l'un des gros problèmes, c'est qu'une grande partie des composants essentiels, des matériaux utilisés pour fabriquer ces missiles, vient de Chine, n'est-ce pas? Et la Chine a maintenant ralenti, voire arrêté, la livraison de certains minerais rares et d'autres ressources. Donc, les États-Unis ne sont pas, vous savez, comme une usine qui tournerait à 20% de sa capacité et qu'il suffirait de pousser un peu le bouton pour qu'elle passe à 100%. Non, ils n'ont pas cette possibilité. Il faudra des années avant qu'ils reconstituent ces stocks, si jamais ils y arrivent. Et c'est pour ça que je dis que la Chine profite vraiment de la situation, parce que l'Iran se bat en quelque sorte comme un proxy pour la Chine, et l'Iran est en train d'épuiser les réserves d'armes des États-Unis. Donc en ce moment, les États-Unis ne sont absolument pas en position d'attaquer ou même de défier la Chine. Vous savez, certains disent que la Chine va envahir Taïwan et la prendre de force. Non. La Chine va plutôt, vous voyez, continuer à inviter les dirigeants taïwanais à dîner, à les séduire, à les courtiser, pour ainsi dire. Je pense que d'ici un an ou deux, vous verrez peut-être Taïwan dire de lui-même « Cette relation avec les États-Unis, c'est insensé ». Franchement, ils doivent bien se rendre compte qu'il n'y a pas de base militaire américaine à Taïwan. Alors que, vous savez, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis, eux avaient des bases américaines, une présence américaine. On les protégeait. Et pourtant, les États-Unis n'ont pas réussi à les protéger. Donc si vous êtes Taïwanais, vous devez vous dire, mais enfin, sur quelle planète les États-Unis vont-ils nous protéger? Ils ne le feront pas. Le problème, je pense, avec Taïwan, c'est qu'il ressemble beaucoup à Cuba. Vous voyez, c'est une île, et la Chine peut les encercler et contrôler tout ce qui entre et sort. Mais la difficulté en ce moment, c'est ce qui se passe en Iran, et la manière dont Donald Trump essaye de faire pression sur l'Iran. L'Iran, ce n'est pas une île qu'on peut encercler ou contrôler de l'extérieur. On peut leur infliger des souffrances, oui, mais ces souffrances ne sont pas si lourdes pour le peuple iranien, qui a vécu sous sanctions pendant plus de 46 ans. C'est tout simplement incroyable, ce calcul de la part de Donald Trump, et la façon dont il pense que ce blocus donne une sorte d'avantage à la position américaine. Oui, mais là, on ne peut pas tout mettre sur le compte de l'état mental de Trump. Parce que, enfin, quelle est l'excuse pour Hegseth ou pour Scott Bessent, le secrétaire au Trésor? Eux y croient vraiment qu'en bloquant le détroit d'Ormuz ou en empêchant tout navire de sortir du golfe Persique depuis l'Iran, ça va provoquer l'effondrement du marché pétrolier iranien et donc celui de son économie. Ça n'arrivera pas. Mais ils se sont persuadés que c'est tout ce qu'il faut faire et qu'après ça, l'Iran viendra supplier pour qu'on l'épargne. Et là, on a envie de leur dire, les gars, allez étudier un peu l'histoire des sanctions et leurs effets. Oui, dans beaucoup de cas, elles provoquent de très graves difficultés économiques pour les pays visés. Mais c'est rare que ça provoque un changement de gouvernement. Les sanctions contre la Syrie ont contribué, tu vois, et le déclin économique a rendu plusieurs commandants militaires vulnérables à la corruption. Ils pouvaient être soudoyés, achetés. Mais tu vois, l'Iran n'est clairement pas dans cette situation. Et puis, Cuba, ça fait 66 ans qu'on impose un blocus, qu'on sanctionne Cuba. Et franchement, quel résultat? Oui, Cuba est toujours là. Et maintenant,
On parle d'avoir à l'envahir. Et là encore, ce serait une décision stupide, parce que si on envoie vraiment des troupes à Cuba, il y aura des guérilleros cubains qui tueront des Américains. Et ensuite, l'Amérique se retrouvera à devoir tuer des Cubains. Et tout ça, ça finit par devenir incontrôlable. Larry, depuis que cette administration est arrivée au pouvoir, Pete Hegseth a limogé plus de 35 responsables et commandants, et le dernier en date, c'était le secrétaire à la marine. Qu'est-ce que ça signifie pour la situation actuelle dans la guerre contre l'Iran? Eh bien, ça ne change pas grand-chose. Le fait de limoger Phelan n'a aucun impact sur la logistique ou l'approvisionnement des navires là-bas, parce que Phelan ne fait pas partie de la chaîne de commandement. Vous savez, quand je parle de chaîne de commandement opérationnelle, les ordres, eux, viennent du commandement central, dans ce cas précis. Ils sont validés par l'état-major interarmé. Ensuite, ils apparaissent sur la ligne d'adresse, si vous voulez. Mais le secrétaire à la marine, lui, est simplement informé. Et c'est tout. Il n'a pas vraiment le pouvoir d'envoyer de nouvelles forces sur place, ni de leur ordonner d'entreprendre certaines actions. C'est pour ça que, vous savez, le monsieur qui était dans votre émission hier a affirmé que Phelan avait démissionné parce qu'il avait refusé un ordre d'envoyer des navires dans le golfe Persique. Non, Phelan n'avait pas ce pouvoir. Le secrétaire de l'armée, le Dr Driscoll, n'a pas ce pouvoir non plus pour les forces terrestres. Le secrétaire de l'armée de l'air n'a pas ce pouvoir non plus pour déployer des avions un peu partout. Leur rôle, c'est plutôt de s'occuper des budgets, du recrutement, de la gestion courante, en quelque sorte. Mais ils ne participent pas du tout aux opérations réelles. Mais est-ce qu'on voit une forme d'unité autour de Pete Hegseth quand il s'agit de la guerre? Ou bien, est-ce qu'on entend quelque chose sur la façon dont les techniciens, je parle de ceux qui comprennent vraiment le fonctionnement, qui connaissent la nature de ces opérations, pourraient, je ne sais pas, être en désaccord avec Pete Hegseth ou au contraire être d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Eh bien, Hegseth, il est immature. Il est impulsif. C'est le parfait courtisan, toujours à voir jusqu'où il peut aller pour se faire bien voir de Trump. Et il est très susceptible. Du coup, il a eu des conflits personnels avec certaines de ces personnes. Et Phelan, d'après ce que je comprends, en fait partie. Il est aussi jaloux. Hegseth est également quelqu'un d'assez peu sûr de lui. Beaucoup de traits négatifs chez lui. Exactement le genre de choses qu'on ne veut pas voir chez quelqu'un qui dirige, dans ce cas, ce qu'ils appellent le département de la guerre. Encore une fois, passer de la défense à l'offensive, c'est envoyer un message au monde entier. Les États-Unis vont devenir l'agresseur. C'est une violation totale de tout ce que les États-Unis étaient censés représenter, au moins dans la vision même de John Adams. Donc Hegseth, il fait le ménage. Il cherche des gens qui vont soutenir l'agenda de Trump, peu importe à quel point c'est fou ou dangereux. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que cette fois, il va enfin être visé, parce que Donald Trump a déjà dit que Pete Hegseth faisait partie des tout premiers, vous savez, dans l'administration, à dire « allons-y, faisons-le ». Et c'est vrai. Et d'ailleurs, non seulement Donald Trump, mais aussi le New York Times ont rapporté que Pete Hegseth était Oui, eh bien, quand ils en arriveront au point où l'échec total de cette guerre avec l'Iran deviendra évident et que le jeu des reproches commencera pour de bon, c'est là que tu vois, Hegseth sera, on le tiendra pour responsable. Tu m'as menti, tu ne m'as pas dit ce genre de choses. Trump, lui, ne voulait pas entendre. D'autres lui avaient dit de ne pas le faire. Il les a ignorés.
Et comme tu l'as souligné, le New York Times l'a déjà précisé, en citant J.D. Vance, Marco Rubio et John Ratcliffe parmi ceux qui disaient « Non, on ne devrait probablement pas faire ça, c'est pas une bonne idée ». Et Hegseth, lui, a dit « Oui, allons-y ». C'était le seul. Oui, Larry, here is what Donald Trump tweeted. Larry, voilà ce que Donald Trump a tweeté il y a 2 jours à peine. Il dit que la direction en Iran est divisée. Il y a 2 camps. L'un veut conclure un accord, l'autre non. Alors selon lui, il faut s'en prendre à ceux qui refusent de négocier et les éliminer tous. Mais qui lui fournit ce genre de fausses informations? Moi, je pense qu'ils veulent le détruire de l'intérieur. I think they want to destroy him from within. Yep, CIA. I mean, this is an example. Oui, la CIA. Je veux dire, c'est un exemple typique de la CIA ou des Israéliens. Les Israéliens nous transmettent leurs renseignements par ce qu'on appelle des canaux de liaison. Ensuite, la direction des opérations, celle qui gère les sources humaines clandestines, rédige le rapport. Et là, on voit apparaître un document qui dit « selon une source bien placée en Iran ». En fait, Israël affirme disposer de ces fameuses sources bien placées à l'intérieur de l'Iran. Et les États-Unis répondent toujours « nous, on n'en a pas, donc on doit leur faire confiance ». Je pense que c'est de là que tout ça vient. Et c'est tout simplement faux. Je dirais même qu'aujourd'hui, le gouvernement iranien est sans doute plus uni qu'il ne l'a jamais été dans son histoire, justement à cause du type de menace auquel il fait face. Et en plus, il faut savoir que Mostafa Khamenei a servi 2 ans dans le corps des gardiens de la révolution islamique. Il a combattu dans au moins 4 grandes batailles, en 1987 et 1988. Quant au président du Parlement, il s'appelle bien Ghalibaf, non? The head of the legislature is called Ghalifa. Ghalibaf, oui. Ghaliba? Ghalibaf. Okay, Ghalibaf. 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 D'accord, Ghalibaf. Lui aussi, il faisait partie des gardiens de la Révolution. Lui aussi avait à peu près le même âge que l'ayatollah. Alors, je ne sais pas s'ils se connaissaient à l'époque, mais ils ont un lien commun, c'est sûr. Ils ont fait la guerre contre l'Irak, une guerre financée et soutenue par les États-Unis. Et ensuite, on arrive à l'actuel commandant des gardiens de la Révolution. Donc oui, il y a pas mal de gens issus de ce corps à des postes clés. Et on ne voit pas Arakchi ou Pourchekine revenir en disant qu'ils ont tort ou suivre une ligne indépendante. Absolument pas. Ils soutiennent tout à fait cette orientation. Donc, oui, tout ça, c'est juste de la propagande israélienne. Larry, when you look at the Larry, situation in the quand tu Middle regardes East, la situation au Moyen-Orient, est-ce que tu penses que le blocus met la pression sur les Émirats arabes unis et sur l'Arabie saoudite, sur ces pays-là? Comment est-ce qu'ils vivent ce blocus? Après tout, on sait que Donald Trump, enfin, on a appris la semaine dernière que les Émirats manquent de liquidités. Et puis il y a un autre point. La saisie de ces pétroliers a un impact sur les Émirats, parce que l'Iran évite maintenant certains navires qui se dirigent vers eux. À ton avis, sur le long terme, comment ça va les influencer si les 2 camps continuent dans cette situation actuelle? If we see both sides continue with this current situation, which Well, it seems to be. Yeah, no, look, the reality is Écoutez, la réalité, c'est que l'Iran contrôle ce qui entre et sort du détroit d'Ormuz. Les États-Unis, eux, non. Les États-Unis contrôlent à distance, probablement à environ 500 km des côtes iraniennes, peut-être même plus loin. Et plus on s'éloigne du détroit d'Ormuz, plus on se dirige vers l'océan Indien, vers la mer d'Arabie, plus la distance augmente. Donc voilà, j'essaie de comparer ça à une porte qu'on bloque. Si c'est une porte normale, une seule personne peut la bloquer. Mais si cette porte fait, disons, la taille d'un stade de football, qu'est-ce qu'on fait? Une seule personne, évidemment, ne peut pas empêcher tout le monde d'entrer. one person can't stop everybody from getting in. And that's the problem that the United States faces. Et c'est bien là le problème auquel les États-Unis sont confrontés.
C'est un blocus de façade, un blocus pour l'effet politique, ici aux États-Unis. Le citoyen moyen se dit « Ah ouais, on assure, on les arrête, on a les Iraniens exactement là où on les veut. » Mais c'est faux. Oui, on inflige des dégâts à l'Iran, c'est indéniable, on exerce une certaine pression, mais pas assez pour que l'Iran change de politique. Au contraire, ça ne fait que renforcer sa détermination à dire « Non, on ne lâche rien ». Et pendant ce temps, ça oblige les États-Unis à dépenser des ressources qu'ils n'ont tout simplement pas. Si vous suivez la dette nationale, quand Donald Trump a pris ses fonctions en janvier, donc il y a un an, la dette nationale s'élevait à 37 000 milliards de dollars. Et il y a 2 ou 3 jours, elle a atteint 39 000 milliards. Il a ajouté 1 000 milliards de dollars à la dette en seulement 77 jours. Donc à ce rythme-là, d'ici la fin juin ou début juillet, on verra sans doute un autre millier de milliards s'ajouter au bilan. Et ça, eh bien, ça va créer de vrais problèmes économiques pour les États-Unis. C'est là que Trump n'a pas de solution militaire. C'est ce qu'il ne comprend pas. Et les gens autour de lui ne réfléchissent pas non plus de façon logique à ce qu'on peut réellement faire sur le plan militaire. Il n'y a pas de solution militaire avec l'Iran. La seule issue possible, c'est la voie diplomatique. Et ça devra se faire selon les conditions de l'Iran, parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. En ce moment, il en a bloqué une grande partie avec des mines. Les États-Unis n'ont pas la capacité d'y aller et de les neutraliser. D'ailleurs, comme le département de la Défense, le Pentagone, l'a expliqué au Congrès l'autre jour, une fois les hostilités terminées, il nous faudra environ 6 mois. Donc si on regarde la réalité en face, il n'y aura pratiquement aucun trafic significatif entrant ou sortant du détroit d'Ormuz pendant au moins 6 à 8 mois, au minimum. Aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé qu'il se rendait à Islamabad, au Pakistan, puis à Mascate, et enfin en Russie. Il a déclaré que les voisins étaient la priorité de l'Iran, comme il l'a écrit sur son compte X. Avec le Pakistan, il semble qu'ils y aillent pour discuter de coordination. À votre avis, quelle est l'importance de ce voyage? Qu'essaie-t-il de dire au Pakistan, à Mascate, puis à la Russie? Et dans quelle mesure tout cela fait-il partie du nouveau dispositif, du nouveau mécanisme autour du détroit d'Ormuz? Oui, je suis surpris qu'il ne commence pas par Mascate. C'est plus proche. Il pourrait aller de Mascate à Islamabad, puis monter jusqu'à Moscou. Donc, aller d'abord à Islamabad, c'est probablement une façon de dire aux Pakistanais « Voici le nouveau message pour les États-Unis, voilà notre position, elle n'a pas changé. » Et peut-être aussi de recevoir de leur part des informations du genre « Voilà ce que les Américains proposent. » Ensuite, l'étape à Mascate servirait à coordonner la manière dont ils vont se partager les revenus liés aux droits payés par les navires pour entrer ou sortir du Golfe. Et puis Moscou, ce serait pour aller plus loin sur le plan diplomatique, voir quel type de soutien ils peuvent obtenir de la Russie pour la suite. Donc oui, et encore une fois, Arakchi fait tout ça sans accompagnement du corps des gardiens de la Révolution. Ça devrait dire quelque chose à l'Occident. Il agit avec la pleine confiance des gardiens. Oui. Vous savez ce qu'on a appris de tout ça? Ils ont une résolution au Parlement et ils veulent voter dessus. Je pense que le vote final aura lieu au Parlement iranien. Ce dont ils parlent, c'est que tout le monde devrait payer le péage en rials iraniens. Et la Russie, apparemment, la Russie n'aurait rien à payer pour passer par le détroit d'Ormuz. Oui, ou la Chine. Oui. Et les autres pays qui ont aidé les États-Unis dans cette offensive, dans ces attaques contre l'Iran,
Eh bien, ils doivent payer un supplément pour les réparations, vous voyez, pour compenser l'Iran. Et c'est un grand plan de leur part. Yeah. Yeah. No, it's, I said, Oui, oui. Non, c'est... J'ai dit l'Iran, tu vois, j'aimerais vraiment pouvoir m'asseoir un jour avec Arakchi et aussi avec le chef des gardiens de la Révolution pour leur demander jusqu'où aviez-vous prévu tout ça? Est-ce que vous aviez vraiment réfléchi à tout avant d'agir? Est-ce que vous aviez conscience du genre d'impact et d'influence que ça donnerait à l'Iran? Moi, j'ai tendance à penser qu'ils ont été surpris par l'ampleur du pouvoir que ça a donné à l'Iran. C'est un peu comme le vieux proverbe. Tu sais, le chien qui court après une voiture. Les chiens n'attrapent jamais la voiture. Mais là, c'est le chien qui l'a attrapé. La voiture s'est arrêtée net et elle ne repartira pas tant que le chien ne lui dira pas qu'elle peut repartir. Et le chien regarde autour de lui en se demandant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Donc je pense que l'Iran a compris qu'il avait un levier unique. Ils ont dû repenser les choses. Bon, imaginons un programme Amis et Famille. Vous voyez, si vous faites partie du programme Amis et Famille, vous n'avez pas à payer de péage pour venir utiliser le golfe Persique. Vous y allez gratuitement. Mais si vous n'êtes pas dans le programme, là, vous allez payer. Et du coup, ça pousse certains pays à dire « Bon, est-ce qu'on peut être amis ?» Ils commencent à voir les choses de façon très pragmatique. C'est pour ça qu'on a vu des mouvements diplomatiques assez intéressants du côté du Japon et de la Corée du Sud, parce qu'ils ont vraiment besoin de ce pétrole venant du golfe Persique. Et les effets des pénuries, eh bien, ils ont vraiment commencé à se faire sentir cette semaine. Ce sera pire la semaine prochaine, et encore pire celle d'après. Surveillez particulièrement le secteur aérien. Regardez ce qui s'y passe, parce que partout, les compagnies réduisent leurs vols et augmentent fortement leurs tarifs. Oui, 20 000 vols de Lufthansa en Allemagne ont été annulés. Hier encore, on a vu le rapport venu d'Allemagne, mais ce n'est pas seulement une question d'Allemagne. On voit des annulations massives de vols un peu partout et les prix qui grimpent. Et c'est là la pression qui pèse sur Donald Trump. C'est pas, à mon avis, la pression sur les Iraniens, au fond, parce que c'est lui qui a déclenché cette guerre. Cette guerre, ce n'est pas une guerre imposée, c'est une guerre de choix. Oui, c'est lui qui a fait ça. On ne peut pas en accuser quelqu'un d'autre. Ah, on peut dire que c'est la faute de Bibi, que Bibi m'a forcé à le faire. D'accord, mais ça, c'est entièrement sur Trump. Encore une fois, c'est tellement contradictoire, parce que Trump a toujours dit que s'impliquer dans une guerre au Moyen-Orient, ou en Asie de l'Ouest, selon comment on veut l'appeler, c'était juste se retrouver empêtré dans le sang et le sable, sans rien accomplir, enlisé. Il le savait, et pourtant, il l'a quand même fait. Larry, le résultat de la guerre jusqu'à présent avec l'Iran, selon moi, c'est une énorme victoire, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour le Sud global. La combinaison de la Russie et de l'Iran. L'Iran détient environ 20%, la Russie à peu près autant. Ensemble, leur capacité à dominer le marché de l'énergie à long terme, c'est considérable. Eh bien, à court terme, c'est effectivement très dommageable pour le Sud global. On parle de difficultés économiques énormes, de pénurie de carburant, et le plus grave, c'est le manque de nourriture. Cela pourrait vraiment se transformer, disons-le, en une famine mondiale, potentiellement. Certains penseront peut-être que j'exagère, mais je crois que c'est une possibilité très sérieuse. Mais comme vous l'avez justement souligné, cette guerre a encore accéléré la mise en place d'une base économique des BRICS, indépendante du pétrodollar et de l'hégémonie américaine sur ce plan. Aujourd'hui, les pays essayent donc de comprendre où placer leur argent.
they're putting their money in China, not in the United States. Ils mettent leur argent en Chine, pas aux États-Unis. Ils achètent des bons et des obligations chinoises, pas des bons du Trésor américain. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement. Et puis, regardez la Russie. Oui, l'économie russe a été stagnante pendant les 2 premiers mois à cause des contraintes budgétaires imposées par leur banque centrale. Et apparemment, Poutine s'est assez énervé contre Nabiullina, donc la situation est en train de se retourner. Mais en même temps, les gens font la queue. Ils ont besoin du gaz russe, du pétrole russe, des engrais russes. Ils ont besoin de tout ce que la Russie produit. Donc la Russie est dans une position de force. C'est un marché de vendeurs. Et dans ce genre de marché, c'est le vendeur qui fixe les prix, qui fixe en quelque sorte la demande. Je pense qu'on a, d'une certaine façon, sous-estimé l'importance du détroit d'Ormuz avant le début de cette guerre, Larry. Parce que c'est absolument central. Ce n'est pas seulement une question de pétrole ou de gaz. Il y a aussi les engrais, l'hélium, même un thème, Internet. L'Iran peut en un instant couper l'accès à Internet de ces pays. C'est tout simplement incroyable. Eh bien, oui. Non. Écoutez, je ne m'étais jamais vraiment assis pour y réfléchir en me disant, bon, si le détroit d'Ormuz était fermé, quel serait l'impact économique? C'est seulement après sa fermeture que les gens ont commencé à dire, oh, quel va être l'impact? Et là, quand on regarde les choses, on se dit, mon Dieu, c'est grave. C'est lourd de conséquences pour tout le monde, même pour les États-Unis. Si on devait classer les pays qui résisteraient le mieux à ce choc, ce serait la Russie, la Chine, puis les États-Unis. Mais malgré tout, même aux États-Unis, ça va provoquer de vraies difficultés économiques, de vrais problèmes. Je me souviens, je parlais récemment avec Scott Ritter, notre ami commun. Il disait que si quelque chose se passait, le détroit d'Ormuz n'aurait pas tant d'impact que ça sur les États-Unis. Mais regardez ce qui s'est passé. C'était bien avant que cette guerre ne commence. On ne savait pas ce qui allait arriver, parce qu'on ne voyait pas toute l'importance du détroit d'Ormuz. Et Marandi n'arrêtait pas de dire que le détroit d'Ormuz serait fermé et que ça frappe l'économie mondiale. Oui. Oui, non, il avait tout à fait raison. Tu sais, quand j'ai commencé à m'asseoir pour regarder les chiffres, j'ai été sidéré. Qui aurait cru que 35% des engrais du monde viennent de là-bas? Franchement, si on m'avait posé la question dans un jeu télé et que c'était une des options, j'aurais dit non, c'est absurde, on ne va pas choisir ça. Eh bien si. Et quand on retire 35% de l'approvisionnement mondial en engrais, vu le rôle que les engrais jouent aujourd'hui dans la production alimentaire, là tout à coup, on se rend compte que c'est vraiment grave. Ce n'est pas un effet immédiat. C'est un peu comme le début d'un tsunami. Quand il arrive, ce n'est pas tout de suite un mur d'eau qui te submerge. C'est un peu comme si vous étiez assis sur la plage et que vous voyez l'eau se retirer. Vous vous dites « Oh, c'est génial! Regardez toutes les algues, tous les poissons qui frétillent. Vous pouvez même courir là-bas, vous savez. Mais quand l'eau revient, elle revient vite. Et si vous n'avez pas déjà cherché un terrain plus haut, vous risquez d'y laisser votre vie. » Eh bien voilà, c'est exactement ça, l'impact économique dont on parle. Disons, depuis le 28 février jusqu'au 10 avril, enfin on est le 24 maintenant, donc disons jusqu'au 17 avril, c'était la période où l'eau se retirait. Maintenant, elle commence à revenir. Et quand elle revient, elle va s'accélérer encore. Et les conséquences économiques vont s'aggraver de jour en jour. Larry, est-ce que tu penses que l'Europe est en train de trouver sa propre voie pour sortir de la situation dans le détroit d'Ormuz sans les États-Unis, ou bien est-ce qu'ils pensent encore qu'ils doivent le faire avec les États-Unis?
Uh, Europe, Europe couldn't find its L'Europe, gas vous savez, staple l'Europe in ne the saurait hands of même their pas hands où elle a les today. fesses, même si on lui clouait les mains dessus. D'accord? Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont divisés. Disons que c'est en quelque sorte les retombées secondaires de la fermeture du détroit d'Ormuz, parce que les États-Unis avaient exigé du soutien de l'OTAN. Et l'OTAN a répondu « Non, ce n'est pas notre problème ». Et maintenant, Trump veut punir l'Espagne, l'exclure de l'OTAN, soi-disant sur recommandation du Pentagone. L'Italie lui a dit « Écoute, tu n'utiliseras plus nos bases aériennes pour faire ravitailler tes avions et aller attaquer l'Iran. » Donc, l'Italie n'est pas partante non plus. On voit bien les fissures apparaître. Il y avait déjà des problèmes d'unité au sein de l'OTAN, malgré les discours du genre « on est plus unis que jamais ». Des bêtises. Ces divisions s'aggravent, les fractures s'élargissent. Et du point de vue russe, évidemment, ils observent tout ça avec beaucoup d'intérêt, en voyant l'OTAN se désagréger. C'est là que ça se dirige. Et maintenant, l'Europe se retrouve face à ce choix. On est en train de manquer de pétrole. Avec l'annonce du Kazakhstan, qui a déclaré qu'à partir du 1er mai, il n'enverrait plus de pétrole vers l'Europe. L'Allemagne, je crois, en était un des principaux bénéficiaires. Eh bien, ça fait encore 20% de moins. Donc l'Europe doit aller chercher une autre source. Et comme le dit la théorie économique classique, quand on a une ressource qui se raréfie, quelque chose que tout le monde veut, son prix monte en flèche. Il ne baisse pas. Donc oui, jusqu'à présent, l'Europe agit encore contre ses propres intérêts. La solution la plus simple pour elle, ce serait de dire « Vous savez quoi? Il faut qu'on s'entende avec la Russie. Il faut qu'on rétablisse nos liens avec la Russie. Parce que la Russie, au moins, c'est un fournisseur fiable. Mais à mon avis, ce pont-là, ils l'ont déjà brûlé. Et l'Europe va avoir des problèmes. » Je vous raconte juste une blague avant de conclure. Je sais que vous êtes en campagne, mais hier, Michael McFaul a publié un message sur X. Il a dit que l'Ukraine est en train de gagner. Croyez-moi, il a vraiment posté ça hier, que l'Ukraine est en train de gagner. Il a dû lire Cierge. Oh mon Dieu. S'y a écrit l'autre jour un article complètement absurde. Mais bon, on verra bien. Ce week-end sera révélateur. Je veux dire, même si je crains qu'on puisse repartir à l'offensive aujourd'hui, une partie de moi pense que Trump va continuer sur sa lancée, faire de grandes menaces, puis reculer. Choisir la voie du discours, en quelque sorte. Donc peut-être qu'il parlera dimanche. On verra bien. Oui, merci beaucoup Larry d'être avec nous aujourd'hui. Tous ceux qui regardent aujourd'hui repartent avec le cafard. Tous ceux en chemise bleue. Oui, très bien mon ami. On se retrouve lundi. Merci beaucoup. Au revoir.